C'est bon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Il y a beaucoup de bruit où je suis. J'espère que ça n'entre pas dans le live. Je vous mets un peu de musique. Je vous mets de Gadji Celi. Voilà, en ce moment on est en mode rétro. C'est Conscience Nouvelle. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vais partager et on va commencer, ok? Puis après je sors. Je commence. Pour ceux qui ne connaissent pas Gadji Celi, c'est un chanteur ivoirien. Je crois que la chanteuse bien me redonner comment se passe ça même. Et ce sont ces femmes de feu, le titre. Un tout petit peu encore et on commence. Voilà, je pense que c'est s'arrêter tout seul. Aucune idée. Rapidement.
partager rapidement et on continue. Ok, je crois que c'est bon. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Conscience Nouvelle. On va dans quelques minutes commencer le live. C'est très important ce live là. Je crois que c'est bon. Oh, il fait chaud. C'est incroyable. On recommence. Je vais lire un message rapidement. On commence. Ok. Ouais. Le chant a bugué, donc on n'a pas écouté dans son entièreté comme on voulait, mais c'est pas grave. Bonjour, bonjour et bienvenue sur Conscience Nouvelle. Je suis Mangrel Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. C'est lorsque je fais mes lives qu'on m'écrit. Rassurez-vous, ça fait partie du jeu. 2 secondes, je regarde rapidement. Voilà. Voilà, comme je disais, je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle qui a pour but de contribuer au changement radical des mentalités de notre communauté noire africaine pour ceux qui sont dans la diaspora et dans la société africaine pour ceux qui sont sur le continent. Voilà, donc je pense que... Oh là là, mais aujourd'hui c'est grave. Hein. Excusez-moi. Ok, je vais mettre sous silencieux, ça va me permettre de me concentrer. Donc voilà, j'espère que vous allez très très bien. Je dis toujours merci à tous ceux qui... Être Conscience Nouvelle, cette semaine vous avez vu sur ma page, je faisais des essais et tout ça, mais je pense que j'aime bien la nouveauté, mais je crois que je vais rester toujours avec cette version là du live très très spontané. Et puis pour des vidéos, je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité que j'ai pour pouvoir vous transmettre des vidéos et des PowerPoint et tout ça. Donc c'est pour ça que vous avez vu des demi-live et vous ne comprenez pas trop ce qui se passait. Donc je dis merci à tous ceux qui aident Conscience Nouvelle à aller de l'avant. 2020 sera une année très très chaude. Donc j'essaie de prendre mon souffle avant de pouvoir me lancer parce que j'essaie de m'écrire. C'est pas vrai ça. Pas vrai ça. Donc ça sera très 2020 même en Côte d'Ivoire, ça sera une année chaude. Et pour Conscience Nouvelle, n'en parlons pas. Donc il y aura beaucoup d'événements de bon côté. Et c'est pas évident d'être entrepreneur, rassurez-vous. Et tous ceux qui essaient de vous aider, vous devez remercier ces personnes-là. Parce que ces personnes-là donnent de leur temps. Même si on est en business, mais ces personnes font l'effort de vous aider afin d'améliorer votre travail. Et je dis merci à tous ceux qui aident Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle vous dit merci par ma voix. Donc on va commencer rapidement. J'étais au mariage d'une amie des années collège, des années lycée, pardon. Ce mariage m'a... Je crois que je ne vais pas pleurer. Hein. Ce mariage vient... Il faut que ma copine et son mari expliquent cette histoire-là. C'est une histoire incroyable. Lorsque je dis aux jeunes filles ici, ne vous souciez pas, ne vous faites pas de soucis, rassurez-vous, je le dis avec le cœur. Je le dis avec le cœur et c'est une vérité. Et lorsque j'ai vu ma copine des années collège se marier, j'ai dit, il ne faut pas que je pleure. Si elle me voit pleurer, peut-être qu'elle va se mettre à pleurer. Parce que je me souviens, il y a 5 ans de cela, on restait, elle, moi, et une troisième. Oh là là, excusez-moi. Oui, allô, bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien chez moi. Je suis en live. J'espère que vous allez très bien. Oui.
Cassé, ok. Ok. Ok, on peut décaler le rendez-vous. Oui. Oui, c'est pas évident. Demain, c'est mon jour de repos. Mais on va dans la... Non. Mettons le mardi. Mettons le mardi. Mardi, c'est bon. Voilà, parce que demain, j'ai un autre rendez-vous. C'est mon jour de repos aussi, mais j'ai un autre rendez-vous. Donc, mettons cela le mardi. C'est bon? Oui. Effectivement, je comprends. Oui. C'est pour vous arranger que j'ai mis ce dimanche. Le dimanche, je ne travaille pas non plus. Je ne fais que mes lives et puis après, voilà, je me repose pour entamer la nuit. Donc, je suis en live, je suis en direct. Donc, on met le rendez-vous le mardi. Écrivez-moi, laissez-moi un WhatsApp, un message, l'heure à laquelle vous voulez. Et puis, je me mets à votre disposition le mardi. OK. Et puis, envoyez-moi tous les documents. Voilà. Là, ou bien vous venez avec. Voilà. Il n'y a pas de souci. OK. 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 Ça va me faciliter. Physiquement le mardi aussi, pour que je puisse l'analyser aussi. OK. OK, on fait cela. OK, bye. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Pardonnez, pardonnez. Où j'en étais? Oui. Oui, j'étais au mariage de cette copine. On était 3, on était 4 qui restaient plus de 30 ans. Vous savez, ici en Afrique, quand on a plus de 30 ans, il y a une pression familiale qui fait « Ah, on n'est pas encore mariés ». Nous étions 4. En 2014, en décembre 2014, une se mariait. Donc, il restait moi, ma copine qui s'est mariée là, cette semaine-là, et une qui est décédée. Celle qui est décédée, c'est ma meilleure amie. Elle, on a fait le lycée depuis longtemps et on a continué. Voilà, donc, je voyais que j'étais beaucoup soucieuse. Et surtout, celle qui est décédée. C'est ce qui l'a emportée. Parce qu'elle était psychologiquement atteinte. Et lorsque je parle de conscience, lorsque je parle de mentalité, lorsque je parle, je sais de quoi je parle. Et j'ai tenté de toujours fortifier ces filles-là. Parce qu'au lycée, au collège, c'est moi qui soutenait un peu le côté fou des autres filles et tout ça. C'est moi qui, comme on dit, qui jouait le clown, entre guillemets. Et je disais, de ne pas se soucier, de ne pas se faire... Que le jour de leur mariage, rassurez-vous, je vais danser comme une folle. Elle disait, oui, mais il faut que... Et une n'a pas tenu en 2017, elle est partie. Ça, c'était ma meilleure même amie. Et après, elle, celle qui s'est mariée ce jeudi-là, que vous avez vu les photos sur Instagram ou la vidéo sur Facebook, elle ne croyait pas, elle n'en revenait pas. Et je crois qu'un jour viendra où je vais l'interviewer, elle et puis son mari. Elle va vous expliquer comment ils se sont rencontrés. Rassurez-vous, ma copine, elle a rencontré cet homme lorsqu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre, de notre monsieur. Et je dis... il faut croire à la vie, il faut se dégager. Et c'est cela qui va me permettre de parler même de ce thème aujourd'hui. Ironie du sort, ce thème-là, j'aurais dû le faire avec une psychologue. Je suis désolée, ça ne sera pas possible. Parce que la psychologue a un empêchement. Parce que le féminisme, c'est bien de... Moi, je suis psychologue de façon naturelle. Hein. Quand je parle de mental, de mentalité, c'est de façon naturelle que je fais cela. Mais elle le fait de façon professionnelle. C'est comme moi, je suis juriste de façon professionnelle, mais je suis psychologue dans l'âme. Donc, j'avais bien voulu la voir pour qu'elle donne des thèmes techniques. Et elle est très bonne à l'écrit. C'est une écrivaine. Donc, un écrivain, une femme écrivain. Donc, elle allait vous apporter un plus. Mais hélas, elle a eu un empêchement. Donc, je ferai ce live-là seule. Une prochaine fois, promis, je vais le faire. Je vous reviens, je suis en live. Je vous reviens. Je sais promis, je vais faire ce live-là avec cette dame-là où je vais l'interviewer en aparté et je vais vous rapporter cela. Donc, je vais faire ce live-là tout seul. Cette jeune dame, elle s'appelle Debbie, elle vient du Gabon, mais elle vit en Europe. Elle a eu à écrire en septembre sur son mur où elle m'a tagué. Et elle me disait qu'elle écrivait comme cela que le féminisme et ses effets sur cette question du statut matrimonial des femmes noires de nos jours. Et elle me dit comme cela que les relations amoureuses des Africaines
et afro-descendantes vivant en Occident, nous citerons quelques extraits qui ont attiré notre attention. Et elle va me dire qu'en fait, beaucoup de femmes noires en Europe vivent dans le désespoir parce qu'elles sont célibataires. Et quand elle explique, je vais laisser quelques éléments qui n'ont rien à voir avec le féminisme, mais il y a un gros élément qui vient du féminisme. Et elle m'a dit, ok, donc on va faire le live ensemble. Mais malheureusement, on ne pourra pas le faire en duplex, je le ferai seul. Donc, elle a dit comment réconcilier, elle c'était comme cela, elle voulait présenter la chose, comment réconcilier l'homme noir et la femme noire, afin qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes noires célibataires. Et elle a pris un texte, un blog, où un monsieur décrivait le drame de beaucoup de jeunes femmes qui sont longtemps célibataires, ce célibataire-là, très chronique, qui font qu'elles plongent dans le désespoir. Donc, je vais voir le texte, je lis le texte, et le texte donne des explications souvent, franchement, je n'ai pas envie de vous montrer le texte pour ne pas créer des polémiques, et puis... Donc, je me suis souvenu aussi que tonton Zach Mekassa avait parlé de ce thème-là en mai, j'ai noté même le 6 mai 2019, où il parlait de... Il avait mis comme titre, vous n'êtes en guerre avec personne. Parce qu'il racontait une histoire d'une ex qu'il a rencontrée plus tard, qui a eu une conversation avec une autre fille à sa présence et qui disait comme cela, cette ex à lui là, posait la question à son interlocutrice, pourquoi elle qui a beaucoup d'argent, pourquoi elle se sacrifie tant, ou pourquoi sa tante qui est avec un monsieur se sacrifie tant pour un homme et tout. Donc lui, il a tiqué, il s'est dit, waouh, heureusement qu'il n'est plus d'abord avec cette fille. Et de deux, donc chez les femmes, lorsqu'elles sont des femmes entre guillemets soumises, j'ai déjà fait un thème sur la soumission de la femme, lorsqu'elles sont soumises, c'est parce que elles ont beaucoup à perdre. Elles ont de l'argent à perdre, elles n'ont pas une situation posée et tout ça. Et que quand ils regardent dans le fond, ils se rendent compte que de plus en plus, elles disent comme cela que il ne faut pas se laisser marcher sous les pieds par des hommes, parce que lorsque tu as ton argent, aucun homme ne peut te parler comme il veut et tu vas te faire respecter par les hommes. Et au fil du temps, lorsqu'il décline sa vidéo, on s'en rend compte qu'il parle du féminisme qui a donné... Les femmes ont mal compris le féminisme, c'est ce qui a créé ce genre de femmes noires. Puisque dans le test que Debbie, la psychologue, a... ou le test dans lequel, le lien dans lequel cette Debbie m'a tagué, la dame qui écrit ce texte-là parle aussi du fait que la femme noire a copié sur la femme européenne par rapport au féminisme. Donc, nous avons, comme d'habitude, le colonialisme, on a récupéré cela et c'est devenu une autre forme de femme noire. Et ça a commencé, il y a ce genre de l'auto-indépendance, on a commencé à parler, on parle de plus en plus de l'auto-indépendance de la femme, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est devenu une arme contre les hommes. Donc, je dis, ok, il faut que je parle de ce thème-là. Effectivement, il a conclu par la mauvaise compréhension du féminisme. Il faut qu'on parle de ce thème-là parce que ce thème-là est très important. Au moment où nous parlons de l'auto-indépendance de la femme, il faut que la femme gagne son propre argent, il faut que la femme soit indépendante financièrement. Et cela est en train de dévier et il faut rappeler à l'ordre. Il a beaucoup raison. Mais d'abord, avant de commencer toute chose, il faut poser la question de savoir, d'abord, c'est quoi le féminisme? Moi, j'ai toujours un dictionnaire. Hein. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai toujours mon dictionnaire. Donc, on va lire le féminisme, c'est quoi d'abord? Le féminisme, c'est un nom masculin qui vient du latin, feminia. Attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Le féminisme politique des suffragettes, Le féminisme se développe dans les pays occidentaux. Et les revendications du féminisme, voilà, et l'aspect d'un individu mâle qui présente un caractère secondaire du sexe féminin, ça c'est une autre encore, ça c'est le côté médical. Et le féministe, la féministe, bon, c'est l'adjectif, ça vient donc ça veut dire féminisme, qui a un rapport au féminisme, mouvement féministe, hein, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est un mouvement européen qui est né de la vague des femmes qui voulaient avoir leur indépendance au niveau politique en fait.
il faut revenir à l'histoire d'abord. Il faut toujours faire un mélange des choses. Moi, je dis toujours, il faut parler de l'histoire et en même temps du côté religieux. Quand on remonte dans la Genèse, on se rend compte que Dieu a fait l'homme et la femme. Et quand il créa l'homme et la femme, il les a créés égaux. Il les a créés différents sexes, mais égaux devant la nature, qui doivent gérer, ils doivent avoir une gestion du patrimoine que Dieu les a laissé. Leur a laissé, pardon. Il se trouve que il s'est passé quelque chose de façon symbolique ou de façon réelle qui a fait que le Dieu en colère, le Père qui est en colère, maudit ses enfants. Il maudit d'abord l'homme qui va travailler durement, donc travailler le labeur, travailler durement, cette façon de travail qui fait qu'on souffre quand on travaille, c'est une malédiction. Après, il ne maudit pas seulement la femme, il ne punit pas seulement la femme, il punit pas seulement l'homme, mais il punit aussi la femme. Et la femme, sa souffrance est double au niveau même du fait qu'elle mette au monde un enfant. Et il dit une chose importante sur laquelle il faut s'arrêter. Les gens ne font pas attention à cela. Il dit à la femme que son regard sera porté vers l'homme. Et cet homme-là l'écrasera, va la dominer. Donc c'est une situation qui vient d'une conséquence, d'une situation anormale. Un père fâché maudit ses enfants. Voilà la réalité. Donc ça devient un péché originel même qui vient même de Saint Augustin. C'est lui qui a trouvé le nom, le mot, l'expression péché originel. Donc on voit qu'au fil des siècles et tout, peu importe la culture à laquelle on appartient, on se rend compte que la femme a un niveau de domination, d'humiliation, entre guillemets, presque d'esclave. Et au fil du temps, on se rend compte que la situation étant anormale, elle se règle avec la venue de Jésus qui redonne, même lorsqu'on voit sa relation avec les femmes de la Bible, c'est une relation, comment je vais appeler cela? C'est une relation, c'est comme s'il rétablissait la femme dans ses droits. Mais la relation perdue, peu importe que Jésus soit venu ou pas, la situation de la femme mise à un rang moindre que l'homme perdu. Jusqu'à ce qu'on arrive à des siècles où les femmes décident de retrouver leur indépendance. Ce sentiment de la femme est un sentiment normal. Il faut qu'on dise cela aussi à beaucoup d'hommes. Le sentiment que la femme veut s'afficher dans la société est un sentiment normal. Parce que le fait qu'elle soit moins que l'homme, elle soit humiliée par l'homme, vient d'une malédiction qui n'existe, qui ne doit même plus exister lorsque Jésus vient dans le monde. Parce qu'il vient rétablir la femme. C'est la femme qui le rencontre, c'est même pas sa mère qui le rencontre. Moi, une fois, j'étais fâchée et je disais dans mon cœur, mais pourquoi il ne se présente pas à sa mère? Il se présente à Marie-Madeleine, une femme entre guillemets, de mauvaise vie. Et c'est là que je dis non. J'ai compris qu'en fait, il s'est présenté à cette femme-là pour rétablir les femmes dans leurs droits. Mais le problème, les femmes, quand elles cherchent leur liberté, leur indépendance, leur émancipation, c'est le mot juste même, c'est même pas liberté, mais leur émancipation, font la même erreur que les panafricanistes. Elles font la même erreur que les panafricanistes. Quand elles cherchent à se libérer, au lieu de se libérer vis-à-vis, elles pensent se libérer, au lieu de se libérer vis-à-vis de toute leur chaîne et se retourner vers Dieu, elles se sont libérées et elles se sont retournées contre l'homme. Comme si c'était l'homme qui leur avait donné cette malédiction-là, qui avait permis qu'elle soit écrasée. Donc quand elles tentent de se libérer, quand les femmes dans les années 70, surtout en Europe, parlons d'abord de cela, elles commencent à se libérer, elles ne comprennent pas qu'en fait cette libération-là est une libération qui ne doit pas être totale. Ce n'est pas une libération qui doit aller à l'encontre de l'homme, mais c'est une libération qui se met sous le joug, sous la protection du Dieu vivant. Donc du coup, quand elles se libèrent de quoi? Elles ont le même réflexe que les révolutionnaires en Europe occidentale.
Voilà. Se libérer de Dieu. Elle commence à se libérer de Dieu. Elle commence à se libérer de l'emprise de l'homme sur elle. Et elle commence à réclamer, comme les hommes, la liberté totale. C'est-à-dire cette liberté sans Dieu. Être avant Dieu, être après Dieu et non être selon Dieu. La liberté qu'on a, ce n'est pas une liberté absolue. Lorsque j'étais en terminale, je ne savais pas pourquoi cette phrase m'est restée en tête. La liberté n'existe pas en réalité. On se libère d'une chose pour s'attacher à une autre chose. La liberté absolue, elle est seulement instantanée. Je me libère de quelque chose, je remplace une chose. Je tue quelque chose pour la remplacer par quelque chose d'autre. Parce que la nature a horreur du vide. Je me libère du joug de la drogue pour me soumettre sur la liberté ou sur l'esclavage de la prière. Disons comme cela. Hello à tous ceux qui sont là, je ne vous vois pas. Si vous n'écrivez pas, je ne peux pas vous voir. Hello, hello Ali, bonsoir. J'espère que tu vas très bien, ma très chère. Bienvenue à mon live. C'est très important de parler du féminisme aujourd'hui. Donc, elles n'ont pas compris qu'elles devaient chercher la protection de Dieu, être légales, entre guillemets, pas de l'homme, mais être complémentaire à cet homme-là. Quand la lutte des femmes ont commencé, c'est un peu, moi je dis toujours, le diable est très malin, il est très méthodique. Ça a commencé par une revendication noble. J'ai besoin d'être émancipée parce que Dieu m'a créé libre. Quand elles revendiquent cela, elles revendiquent au niveau politique. Elles ont le droit de voter. Elles ont le droit d'aller à l'école. Elles ont le droit de disposer de leur féminité. Au lieu de s'arrêter là et de revendiquer autre chose au niveau spirituel, elles cherchent à se venger, comme les panafricains. Quand ils cherchent à se libérer du joug du colonialisme, du néocolonialisme, c'est dans le but de se venger. Donc du coup, la lutte prend une autre forme. La lutte prend une autre forme. Au lieu de guérir, ça commence à rentrer dans une forme de concurrence. On est mieux que les blancs, on est mieux que... On a inventé cela, on a inventé ceci, on a inventé cela. Mais à la fin de l'heure, ça devient une forme de haine contre l'oppresseur d'avant. Et c'est la même chose avec le féminisme en Europe. Donc, quand elles ont commencé à revendiquer la liberté, la société a commencé à leur présenter une autre forme de liberté. La liberté du corps. Et ça, c'est une liberté, moi, qui m'a... que moi, j'avais vu comme une menace même pour la femme. On dit à la femme que tu es libre de voter, tu es libre d'aller à l'école, tu es libre de faire de pratiquer le travail que tu veux dans la société. Mais tu dois revendiquer aussi une liberté naturelle, une liberté physique. Donc, elle commence à dire, je suis libre, mon corps m'appartient. Je suis libre, mon corps, puisque je suis libre, je peux disposer de mon corps comme je veux. Donc, la société a commencé à leur dire, donc, tu peux donner, puisque tu donnes la vie à un être humain, tu peux aussi retirer cette vie-là. Donc, on a commencé à mettre des lois sous le prétexte que la femme doit être libre de disposer de son corps comme elle veut. On a commencé pas à pas à chosifier la femme. Je vais vous expliquer. Lorsque la loi sur l'avortement est venue, au fil du temps, on a commencé à dire aux femmes que, puisqu'elles sont libres comme les hommes, donc elles peuvent avoir une sexualité libre. Il se trouve que la sexualité libre là t'oblige souvent à des conséquences. Parce que quand tu es libre de faire ce que tu veux, il faut assumer aussi les responsabilités, les conséquences. Tu es responsable des conséquences qui suivent. Donc, puisqu'elles sont libres comme les hommes et que les hommes peuvent coucher avec qui ils veulent et tout ça, sans être enceinte, la femme, n'ayant pas dans son rôle primaire, écrivez-moi plus tard, dans son rôle même naturel de femme, dans son rôle naturel de femme, elle doit porter vie. Ils ont commencé à dire cette liberté-là, tu peux l'étendre jusqu'à porter la vie ou à tuer cette vie-là. Donc ils ont mis sous de jolis noms la loi
d'interruption volontaire de grossesse. C'est une loi de liberté de la femme. Donc la femme a commencé à prendre, non pas seulement que des pilules pour jouir de sa liberté de femme, mais de pouvoir même mettre fin à son rôle naturel, à ce qui définit son expression même, son essence, c'est-à-dire son expression première de femme, être une femme qui porte la vie, qui donne la vie. C'est ce que son nom Ève veut dire. C'est la femme de l'humanité, c'est elle qui donne la vie à l'être humain. On a commencé à dire que puisque tu es libre, tu peux empêcher cette vie-là comme tu veux. Et pas à pas, on a commencé à mettre les droits à la vie, le droit à la liberté de faire, de disposer de son corps comme elle veut, le droit à détruire sa vie, à porter la vie ou pas. Ça a commencé à rendre la femme de plus en plus vulnérable. Et ce que les femmes ne savent pas, le féminisme là, ça a été porté par beaucoup de femmes qui étaient lesbiennes. Ça, c'est un peu compliqué à vous dire. En fait, l'homosexualité, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une détestation du sexe opposé, qui n'a pas des envies avec le sexe opposé naturellement, mais qui a des envies avec le sexe, le même sexe que la personne elle-même. Donc, ce qui fait que beaucoup de femmes qui étaient féministes étaient dans la détestation de l'homme, de l'homme masculin, voilà, de l'être humain masculin. Donc, quand elles revendiquent la liberté de la femme, derrière cela, en fait, se trouvait la détestation de la femme. Ce qui fait que elles ont commencé à se comparer aux hommes, au lieu d'être complémentaires à ces hommes-là. Elles ont commencé à dire, si un homme peut prendre une âme, moi aussi je peux prendre une âme. Si un homme peut faire ce travail-là, moi je peux faire ce travail-là. Il se trouve qu'il y a des boulots qui sont très physiques, qui ne sont pas intellectuels, mais qui sont très physiques. Il se trouve qu'on nous a créé de sorte que notre être-là peut supporter des choses seulement très mentales, très intellectuelles, mais pas physiques. Parce que nous sommes différents dans notre physique, dans notre être physique, mais nous sommes complémentaires en fait. Donc les femmes ont commencé pas à pas à revendiquer de façon... Elles ont commencé dans leur revendication, elles ont commencé à dévier. Elles ont commencé à dire, nous sommes comme les hommes. Alors que le féminisme, c'était seulement de revendiquer le droit à la parole, le droit d'exister. Le droit qui a été arraché depuis le jardin d'Éden. C'était seulement ce droit-là qu'elles auraient dû revendiquer. Mais en revendiquant, il s'insérait en elles d'autres femmes qui avaient des aversions, pas pour les hommes, mais pour les femmes. Donc, elles ont commencé à croire qu'elles étaient des hommes. Elles ont commencé à croire qu'elles étaient des hommes. J'aime beaucoup le livre du cardinal Robert Sarah. Voilà. Dieu ou rien. Où à la page 220, il dit une chose incroyable. Il dit aujourd'hui, tant d'organisations et tant de groupes font profession de libération de la femme pour qu'elle soit maîtresse de son corps et de son destin. En fait, le corps de la femme est exploité, utilisé dans de nombreuses circonstances, souvent à des fins commerciales et publicitaires, pour n'être plus qu'une simple marchandise et un objet de jouissance. Dans une société hyper érotisée qui cherche à faire croire que l'homme ne se réalise pleinement qu'à travers une sexualité épanouie, entre guillemets, il me semble que la dignité de la femme connaît de grandes régressions en Occident. En voulant défendre la femme, en voulant lui donner tant de liberté, s'insérer des femmes qui détestaient les hommes. Et au fil du temps, dans cette liberté qu'elles cherchaient, elles ont commencé pas à pas à revendiquer des choses qui appartiennent aux hommes. Et au fil du temps, en voulant les libérer, on les a dénudées. La femme qui était protégée par le passé, qui avait une certaine vertu, qui était vue comme une reine, quand bien même qu'elle n'avait pas tous les droits qu'elle aurait dû avoir dès le jardin d'Éden, mais les lois qui étaient là étaient des lois
pour la protéger des loups ravisseurs. Quand elle se libère et qu'elle devient comme l'homme, c'est-à-dire elle peut se défendre toute seule. Elle peut se défendre toute seule. Et il y a une phrase que j'ai notée comme cela dans le lien, que chez la femme, tout est lié à l'argent. Il dit, nous sommes devenus certains genres de personnes. Quand ça ne va pas, attends, non, c'est pas la phrase. C'était, attendez, je vais vous retrouver. Voilà. Au fil du temps, elles ont commencé à dire qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, même si la vie tourne autour du mariage, elles n'ont plus besoin d'hommes. Donc, on a commencé à faire croire à la femme, d'abord européenne, après, nous avons commencé à suivre, qu'elle n'aura pas besoin d'un homme pour vivre. Elle a son argent, elle a sa voiture, elle a une vie indépendante, donc elle n'a pas besoin d'un homme. Donc, même quand cette femme-là, pour des besoins naturels, se marie, elle ne comprend même pas son rôle de femme. Parce qu'elle est devenue un homme dans la maison de l'homme. Donc, ce qui fait que beaucoup de femmes ont perdu souvent leur foyer. Elles ont divorcé. Et puisqu'elles ont divorcé, et que la femme est faite de sorte que elle a besoin de sécurité, leur vie est détruite, elles ont divorcé, donc elles commencent à chercher des hommes moins âgés. Donc elles commencent à aller voir des playboys qui sont, je ne vais pas citer ces pays-là, dans les îles et en Afrique du Nord, où elles vont passer des vacances et elles sont humiliées par ces hommes-là. Donc, la liberté qu'elle cherchait, l'indépendance totale qu'elle cherchait, à se présenter comme des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes puissantes. Elle voit que c'est un élément illusoire, c'est une grande illusion. Du coup, elle cherche à retrouver leur vie antérieure. Et c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui est incroyable dans la société dans laquelle on vit. On ne nous dit pas les vérités, les réalités d'une situation. On donne, c'est un peu comme moi j'appelle cela un cheval de Troie. On vous présente une situation, mais en fait, derrière cette situation, il y a une réalité cachée. Il y a une réalité très cachée qu'on ne vous dit pas. On ne vous donne pas le sens réel de cette réalité-là. Parce que le fait de libérer la femme, c'est en fait de la détruire. En la détruisant, on atteint facilement l'homme et on atteint la cellule familiale. Donc, on a commencé à insérer la théorie des genres, surtout dans les écoles. Pourquoi? Parce que c'est la même réalité que quand on revendiquait pour le droit des votes dans les années 60 en Europe. Avec la théorie des genres, on essaie de faire croire aux jeunes petites filles ou aux jeunes garçons d'oublier leur genre. Ils sont ni des hommes, ils sont ni des femmes. Tu oublies ton genre. Ton genre n'est qu'une simple construction sociale. C'est-à-dire, c'est parce qu'on nous a mis dans la tête que nous sommes des femmes et que nous devons pleurer et que nous devons subir toute douleur et que nous devons agir comme des femmes. Nous devons avoir des poupées, nous devons jouer dans des lieux qui sont liés à tout ce qui est comme foyer, qui fait qu'on a commencé à agir comme cela. Mais si dès l'enfance, on commence à déconstruire ce paradigme-là, cette conception de la vie, on pourra avoir une société plus équitable, en guillemets. Donc on commence pas à pas, dès la maternelle, à faire croire à de petites filles qu'elles peuvent choisir le sexe qu'elles veulent. Elles peuvent être un homme plus tard si elles veulent. Et vice-versa pour les hommes. Ils peuvent... le fait qu'ils aiment les voitures, c'est parce que le papa leur achète cela. Mais normalement, ils peuvent aussi aimer les poupées si on leur achète des poupées dès l'enfance. Donc, la théorie du genre, c'est de nier en fait le genre de l'être humain. Ce qui fait notre identité, ce qui fait que nous sommes des hommes et ce qui fait que nous sommes des femmes. Donc, on a nié d'abord notre... D'abord, on nous a dit de nier notre droit à la vie, de nier notre identité de femme, de nier l'existence de Dieu même dans notre vie. Donc, de nier notre sexe. Donc, au fil du temps, on commence... Parce que pour pouvoir
changer les choses, vaut mieux commencer au berceau. On dit toujours la main sur le berceau, c'est la main qui dirige le monde. Donc, il faut commencer à déconstruire cette chose naturelle dans le petit garçon, dans la petite fille dès la maternelle. De sorte que quand elle grandit, elle puisse facilement changer d'abord de sexe. Elle puisse facilement être qui elle veut être. Et que son corps dans lequel elle est, sans doute c'est une prison. Moi je me souviens très bien, même en philosophie, on disait, il y a un philosophe, je ne sais pas si c'était Platon, qui disait que l'âme, en contemplant le beau, est tombée dans un corps et emprisonnée dans ce corps qu'on a là, ce corps physique. Donc sans doute que l'âme qui est asexuée là, l'âme avait des tendances, pour moi, des tendances masculines, mais tombée dans un corps de femme. Ou l'inverse, si pour un homme avait des tendances féminines, mais tombé dans un corps de femme. Donc, en déconstruisant tous ces stéréotypes, on pourra libérer encore, toujours sous le thème de libération. Faites très attention à ce mot liberté. Quand on vous parle de liberté, que cette liberté-là soit une liberté relative. Quand on dit que tu es féministe, tu as le droit, tu revendiques des droits dans la société, il faut que ces droits-là soient soumis à une autorité. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté libre. Il n'y a pas de liberté absolue. Ça n'existe pas. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui vivent sans Dieu sont désorientées, sont sans espérance dans la vie. Parce que leur vie n'a plus de sens. Elles meurent. Souvent, ils se suicident. Le féminisme, en fait, c'était tout juste une revendication de droit à participer à la vie d'une femme. Mais pas, hello, oui, bonsoir, bonsoir ma très chère, bonsoir Laré, Ali, bonsoir Maré, Maki Dibri. Oui, dommage, je devais faire ce thème-là en duplex, mais je suis un peu désorientée parce que la personne qui devait le faire avec moi, hélas, n'a pas eu le temps, donc je suis obligée de faire ma partie tout seul. Donc du coup, je suis obligée de donner seulement ma partie alors qu'elle avait de très très bonnes choses à donner. Parce qu'elle dit beaucoup de femmes vivent dans le désespoir parce que elles sont célibataires et c'est lié au féminisme. Et donc j'explique d'abord c'est quoi le féminisme et expliquer pourquoi beaucoup de femmes sont devenues célibataires. Donc quand tu commences à nier ta féminité, tu commences à nier ce que tu as de façon réelle à l'intérieur de toi, du coup, tout ce qui va arriver dans ta vie là, ça va connaître une forme de déviation, ça va connaître ça va commencer à connaître une forme de pourriture. Tu pourras plus contrôler ce qui viendra plus tard. Donc maintenant, au fil du temps, on est face à des jeunes femmes qui sont des hommes. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent avoir des femmes, c'est-à-dire des femmes féminines, des femmes qui nient pas leur identité de femme. On n'a pas dit de mettre beaucoup de cils, de se dénaturer ou d'aller dans des exagérations, des poupées Barbie, non. Mais il y a quelque chose qui fait que tu es une femme. Il y a quelque chose qui fait que quand on te voit, tu attires le regard d'un homme. Et lorsque tu regardes dans le texte de Déby dit que 80% de femmes noires qui vivent en Occident, surtout aux États-Unis, sont célibataires. Et à Paris, de Paris à New York, de Los Angeles, en passant à Montréal, et c'est la rengaine, quoi. Et où elles restent désespérées, seules avec ou sans enfants. Lorsqu'on a parlé de féminisme, elles ont commencé à dire elles ont remplacé l'homme. Au départ, elles ont dit je revendique une situation. Ensuite, je commence à comparer cette situation-là au sexe opposé qu'est l'homme. Ensuite, puisque on se regarde aux yeux dans les yeux, on se regarde, on est au même niveau à tout domaine, elles ont commencé à remplacer l'homme. Et elles sont arrivées à une inversion des valeurs. C'est cette inversion des valeurs-là, très chère mesdames. Je suis obligée de partir, je reçois trop de messages. C'est cette inversion des valeurs-là qui crée cette absence, cet état de célibat chronique, en fait. En fait, on dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes, c'est parce que les hommes, il n'y a pas des hommes potables. Mais en fait,
beaucoup de femmes ont travaillé sur elles, effectivement. On pense que beaucoup de femmes n'ont pas travaillé sur elles. Beaucoup de femmes ont travaillé sur elles. Donc, elles étaient au même niveau. Elles regardaient elles étaient au même niveau de regard avec les hommes. Elles les regardaient les yeux dans les yeux. Après, elles sont devenues plus que les hommes. Au départ, on parle d'égalité. Après, c'est devenu une inégalité. Elles ont commencé à avoir plus de lois, plus de comment on appelle cela? Plus de lois protectrices. Et elles ont commencé à être plus fortes que les hommes. Et elles les ont substituées, elles les ont renversées. Elles les ont substituées, elles les ont remplacées et puis après elles les ont inversées. Donc les valeurs qui existaient jusqu'à ce jour se sont inversées. Donc ce qui fait que ça crée un déséquilibre dans leur vie. Donc elles pensent que être forte, je n'ai pas pris le livre avec moi, mais elles pensent que être forte, être autoritaire est un signe d'indépendance. Parce que beaucoup de femmes, c'est ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Elles ont vu, quand tu as vu tes parents, ta mère humiliée, ta soeur humiliée, tes cousines humiliées, tu commences à être, tu commences à mettre un mur. Tu commences à avoir une carapace qui ne dit pas son nom. Tu ne veux pas être blessé. Tu ne veux pas que ceux qui sont en face là t'atteignent. Donc toi, tu te crées une carapace de tortue, entre guillemets. Et tu commences à t'affermer, tu commences à devenir dur comme un caillou. Et tu commences à blesser les gens qui sont en face de toi. Et puisque tu commences à blesser les gens qui sont en face de toi, beaucoup commencent à te fuir. Et beaucoup de femmes noires, hélas, ont ce problème-là. Elles ont travaillé sur elles. Beaucoup ont travaillé sur elles. En améliorant leurs conditions de vie. Lorsque j'étais étudiante, il y avait une jeune Iranienne qui était amie avec moi. Et elle était voilée. Vous voyez les voiles des Iraniennes là. Et je voyais que c'était une femme très, très, très intelligente. Elle avait peut-être 2 doctorats, je pense. Elle faisait un 2e ou un 3e doctorat. Hyper intelligente, mariée. Mais elle avait tout ce côté très iranienne, très arabe et tout. Bon, ils ne sont pas arabes, ils sont perses. Mais ce côté très oriental. Mais j'ai raté l'occasion toujours de me taire. J'ai posé la question de savoir, excuse-moi, tu es très intelligente, tu es très ouverte. Quand vous causez avec elle, vous ne voyez plus son voile qu'elle met et tout ça. Et moi, puisque on nous a toujours montré qu'une femme libérée, c'est une femme qui est dénudée. Vous voyez où est-ce qu'on arrive avec la liberté de la femme et le féminisme? Une femme très libérée, c'est une femme dénudée. Vous voyez avec ces femmes-là qui montent les seins nus pour revendiquer les choses. J'oublie leur nom. Vous les voyez, elles viennent dans des conférences et elles retirent leurs habits, elles montrent et tout ça. Donc je dis, mais comment se fait-il qu'une femme si intelligente avec un voile, c'est bizarre. Et je lui ai posé la question comme cela, mais tu es très intelligente, mais tu n'es pas moderne. Excusez-moi, il y a 10 ans de cela. Donc voilà, mon intelligence a quand même évolué. Elle m'a regardée. Je crois qu'elle voulait me dire un mot pour ne plus que j'oublie cela. Mais puisqu'on est très copines, je crois qu'elle a réfléchi un instant. Et en bonne philosophe, elle me pose la question de savoir, Christelle, pour toi, c'est quoi être une femme moderne? J'essaie de racoler les morceaux. Je dis non, enfin une femme moderne, non, quand je te vois, tu as toujours le même voile et tout ça. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Et elle me répond comme cela. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Et ça, je le vous dis aussi. Elle me dit, Christelle, être une femme moderne, ça ne veut pas dire avoir un décolleté plus profond que ta mère. Vous imaginez, moi, avant, j'avais des habits très, 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 très courts et tout ça. Et puis, vous voyez la femme noire africaine, la jeune fille de 20 ans, 21 ans. Elle dit, c'est pas d'avoir un décolleté plus profond que ta mère. C'est de faire mieux que ta mère. C'est d'améliorer ta condition. C'est-à-dire que moi, si un jour j'ai une fille, il faut qu'elle ait une vie meilleure que moi. Ou qu'elle fasse quelque chose qui améliore ma vie. C'est ça la modernité. C'est pas d'être plus dépravé que ta mère. Les femmes, merci, les femmes. Vous voyez là, comment ils ont transformé la liberté des femmes. On dit elles revendiquent un droit, mais elles sont dénudées. Merci beaucoup, ma très chère Maki. Donc, quand elle m'a dit cela, j'ai dit, waouh! Être moderne, être une femme féministe, c'est de faire mieux que sa mère. Moi, je vous assure que je dis ma grand-mère était une femme, ma grand-mère maternelle était une féministe. Je vous assure que la femme ne sait pas, est née sous le colonialisme. Elle ne sait ni écrit. Mais quand mon père parle d'elle, je vois une féministe. Un jour, mon père me disait comme cela que lorsque mon grand-père est décédé, certains hommes voulaient l'épouser.
Donc, elle a choisi de ne plus se remarier en disant qu'elle a déjà fait ses enfants, elle ne veut pas, elle, c'est sa conception de la vie, elle préfère rester comme celui-là. Et il y a un monsieur qui insistait. Et le monsieur, un jour, allait voir ses grands-fils, mes oncles, pour dire votre maman est méchante, ma grand-mère, une mauvaise femme et tout ça, que je veux l'épouser et elle est méchante avec moi. Et mais mon père se souvient qu'ils sont allés voir notre grand-mère pour dire, mais même si tu ne veux pas de ce monsieur, ne sois pas méchante et tout ça, il faut rester une femme, comme on voit là, une femme pieuse, tranquille et douce et tout ça. Ma grand-mère qui lui dit, quoi? Je ne veux pas de ce monsieur, qu'il me laisse tranquille. C'est moi qui donne de l'argent pour qu'ils aillent doter d'autres femmes. Donc, quand mon père me l'a dit, ça m'a fait rire parce que je me dis, ouais, mais c'est une femme indépendante. C'est une femme féministe, c'est une femme qui revendique un certain droit. Et beaucoup de personnes, quand on parle d'elle, mon père parle d'elle, il parle d'une femme qui connaissait ses droits. Pourtant, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle connaissait ce dont elle a droit. Elle ne baissait pas, elle ne pliait pas les chines comme cela. Mais elle n'était pas une femme qui manque de respect aux gens. Elle n'était pas une femme qui était désagréable en fait. Mais elle disait les choses comme elle pensait. Elle disait toujours les choses comme elle les pensait. Si il y a quelque chose à le dire, elle le dit comme elle pense. Elle n'essayait pas d'être, bon, puisqu'on me dit d'être une femme douce. Non, non. Elle était toujours stricte. Donc, beaucoup de femmes, effectivement, africaines ont repris ce combat-là du féminisme en croyant faire bien. Mais elles ne connaissaient pas le côté... Elles ne connaissaient pas le revers de la médaille. L'envers du décor. Et que cette liberté accrue là, hein, cette force, ce féminisme est en fait, avait à l'intérieur, c'est comme un panier, un cadeau emballé. À l'intérieur, il y avait des serpents, des venins, des scorpions. Il y avait de fausses valeurs en fait à l'intérieur de ce cadeau emballé qu'on appelle le féminisme. Le féminisme, c'est tout juste, j'ai eu à vous le lire, tout juste, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous ai tout juste lu cela, hein, ça veut dire revendiquer, c'est ce que le souhait des femmes à revendiquer des droits. Voilà. Hein. Et que ces droits-là, enfin, je vais vous lire rapidement, attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Mais il faut reconnaître que moi, j'étudie le droit et je sais une chose, que le droit dont devant la loi, on est tous égaux, qu'on soit des femmes, des hommes. Et je pense que parce que devant Dieu même, on est égaux. Je le pense aussi. Il nous voit, c'est-à-dire il nous voit pareillement, il nous aime de la même façon, de façon égale. Mais en respectant notre individualité, en respectant notre spécificité de femme, en respectant notre spécificité d'homme. Et le manque, il a fait de sorte qu'on soit complet, plein. On soit un deuxième être complet, plein. Mais puisqu'on est complet, un est complet, un deuxième est complet, il nous unit. Et nous nous complétons. Moi, je pense que c'est comme cela qu'il fallait, les femmes, les féministes auraient dû mener ce combat-là. C'est un combat, certes, on est égaux devant la loi, un peu comme on est égaux devant Dieu, mais en respectant chacun notre féminité, notre spécificité, notre masculinité, notre féminité. Et c'est vrai que quand on voit le combat des femmes, des féministes, on comprend parce que beaucoup d'hommes ont, dans leur désir, dans ce irrespect-là, dans cette malédiction-là qui coulait sur les êtres humains, sur les femmes, les hommes en profitaient et dominaient. Et il faut que les femmes noires surtout comprennent une chose. Dès que tu commences à tourner ton regard, et c'est ce que je dis toujours à mes copines, dès que tu commences à tourner ton regard vers les hommes de façon instinctive, parce que c'est un, comment on appelle cela? Je suis désolée, comme je vais vous dire, c'est comme un pot, c'est comme un verre qui est rempli d'une certaine malédiction. Si tu bois de cette eau-là, tu vas subir les conséquences qui sont liées à ce poison que tu viens de boire. Si tu commences, même si tu es libéré en tant que chrétienne, libéré du regard des hommes, Dieu t'a libéré, Dieu t'a émancipé.
Mais à chaque fois que tu vas vouloir tourner ton regard vers les hommes-femmes, automatiquement tu te remets dans la malédiction divine. Les hommes vont commencer à t'humilier, les hommes vont commencer à t'écraser. Bien vrai que tu es dans un monde où tu as reçu le droit, le féminisme, tu as reçu l'émancipation, la libération de Jésus. Bien vrai que tu es libre dans tous les domaines, mais le fait que toi-même tu prennes la résolution, tu ne tues pas ce tête qui est en toi là, ce tête qui fait que tu as ce penchant là, ce péché là qui te penche à toujours vouloir chercher le regard des hommes, tu vas toujours souffrir. Et beaucoup de jeunes femmes ne comprennent pas ce système là. Dès que ton regard se tourne vers les hommes, tu commences à souffrir. Moi, à chaque fois où j'ai commencé à souffrir du désir des hommes et tout ça, c'est lorsque j'ai commencé à trop penser aux hommes. J'ai commencé à trop penser à cette histoire, quand est-ce que je vais me marier? Avec la pression de la famille. Toi là, mais quand est-ce que tu te maries? Je suis allée au mariage de ma copine. Là. Tu sens même qu'elle est libérée. Tu sens qu'elle est déchargée de cette pression-là. Et les autres te regardent. Mais toi, à quand pour toi? Toi, à quand pour toi? Imaginez que je suis la seule. Toutes les 4 autres ont pu se marier, c'est moi la seule. Mais je ne ressens pas la pression. Pourquoi? Parce que mon paradigme, ma mentalité, ma vision de la vie est différente. Je sais que dès que je vais commencer à me soucier, et quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais me marier? Je vais commencer à porter mon regard sur les hommes. Et du coup, je vais me rentrer dans ce carnaval-là de la malédiction. Oui, le féminisme a castré les hommes. Effectivement, Maki, merci de m'aider. Merci beaucoup. Parce que les femmes noires, dès les origines, toutes les femmes, hein, rassurez-vous, les femmes africaines même étaient plus des Amazones que des femmes blanches, des femmes blanches qui ont connu la liberté, le droit de vote, voilà. Il y a des sociétés africaines qui étaient matriarcales, c'est-à-dire l'héritage venait dans la famille de la femme. Hein, il y avait des queen mother. Donc, le fait que les hommes ont commencé à écraser, humilier les femmes là, c'est lié au fait que les femmes elles-mêmes portaient leur regard vers les hommes. Quand est-ce qu'un homme va m'épouser? Et moi-même, on ne me regarde pas. Ma copine qui s'est mariée, là, pourquoi j'ai dansé à son mariage? On allait au mariage d'une d'entre nous qui se mariait. Elle était là, j'ai la photo. Et heureusement qu'un photographe a pris à immortaliser le moment. Elle était là, elle dit, nous-mêmes, elle était là, elle était toujours en train de soupirer. Moi, je riais parce que je dis, mais pourquoi tu ne dois pas te marier? Moi, quand un homme me prend, il me laisse. Mais enlève, excusez-moi, je voulais dire un gros mot. Enlève ton regard sur les hommes. Concentre-toi sur ce que tu as fait dans ta vie. Je te jure que les hommes vont s'approcher de toi. Moi, mon père m'a toujours dit, fuis les hommes, ils te suivront. Suis les hommes, ils te fuiront. Les femmes qui courent derrière les hommes, les femmes qui ont toujours l'esprit sur les hommes les humilient. Et puisqu'elles sont humiliées, elles vont se cacher sous ce faux paradigme, sous cette fausse valeur qui est le féminisme mal vécu par des femmes qui étaient c'était créé par des femmes qui étaient lesbiennes. Beaucoup d'entre elles étaient lesbiennes. À la fin de l'heure, elles sont restées des femmes sans mari, où leur mariage a capoté. Aujourd'hui, elles vont je ne vais pas dire les noms des pays, au nord de l'Afrique, hein, dans les pays maghrébins là, elles vont dans les îles aller chercher des hommes tout juste pour le sexe. Donc maintenant elles vont payer le sexe, elles vont acheter le sexe. Et les hommes les humilient, les ridiculent. Je peux pas, on m'a envoyé une vidéo, je ne pouvais même pas regarder à la fin. Je voulais utiliser cela pour vous parler, mais c'était plus fort que moi. Une femme qui a divorcé de son mari, et puis voilà, elle achète beaucoup de préservatifs, elle va en vacances et puis elle va coucher avec des hommes. Pourquoi tu as divorcé? Il fallait rester avec ce monsieur. Ouais, c'est dur. Donc, j'aime l'exemple de la directrice adjointe de L'Oréal qui dirige plein d'hommes. C'est Maki qui parle. D'une main de fer. Mais était très fière de déclarer être une femme soumise à son mari qui a gagné 7 fois moins qu'elle. Les femmes noires ou les femmes n'ont pas compris que c'est pas un... C'est pour cela, comment il s'appelle, Zach Mekassa, il a écrit quoi? Vous n'êtes en guerre contre personne. C'est pas qui est plus fort que qui dans une relation.
C'est pas d'être mieux qu'un homme dans une relation. C'est vrai qu'on a été dominé parce que notre regard était porté vers l'homme. Quand tu es dans cette malédiction, les hommes vont t'humilier. Mais dès que ton regard est tourné plus vers les hommes, mais vers Dieu, les hommes vont te respecter. Et tu pourras vivre ta féminité de façon normale. Mais le féminisme, avec le lot de femmes lesbiennes qui ont conduit cela, avait une haine pour les hommes qui ont humilié sans doute leur tante, leur maman auparavant. Donc un homme m'a jamais... Un homme a humilié ma mère. Il ne faut pas qu'un homme vienne m'humilier. Donc elles deviennent des femmes dures. Elles deviennent des femmes dures. Donc elles sont des hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont des hommes hétérosexuels. Ils n'ont pas envie d'aimer d'autres hommes en face. Donc quand ils te voient en face, ils ne voient plus une femme. C'est vrai que cette liberté est légitime. Mais ce n'est pas une liberté contre quelqu'un. Et c'est ce que je reproche aussi aux panafricains. C'est pas de se libérer du joug du colonialisme et puis d'aller en guerre contre les Européens, aller en guerre contre l'ex-colon. Voilà. Ce n'est pas mieux gagner qu'un homme qu'on doit l'humilier. C'est vraiment vrai. Fuis les hommes et ils te suivront ainsi. Oui, mon père me l'a dit et quand j'ai suivi ce conseil, je n'ai jamais souffert de l'amour d'un homme. Les jours, les rares temps où j'ai dévié parce qu'il y a ce sentiment de nous les femmes, il y a ce petit péché en nous qui fait qu'on dévie. À un moment donné, tu commences à aimer un homme, puis tu commences à baisser la garde et tu penses, et puis l'amour commence à te faire souffrir. Tu rentres automatiquement dans la malédiction que Dieu avait donnée déjà au jardin d'Éden. On t'a libéré depuis longtemps si tu es chrétienne. Tu n'es pas chrétienne, je m'en fiche. On t'a libéré depuis longtemps, mais dès que toi-même tu prends ta liberté et tu fais ce que tu en veux et tu te mets sous le joug de chercher l'amour d'un homme, c'est fini pour toi. Tu commences à souffrir. Donc ils vont t'humilier. Ils vont t'humilier. Et ça, je n'ai jamais... Quand je le disais à mes copines, elles ne croyaient pas. Il y a une qui vient de se marier le jeudi. J'ai dansé comme si j'étais folle. Je dansais comme si j'étais folle. Je disais à Dieu, il ne faut pas que je pleure. Mais à la fin, j'ai craqué, j'ai pleuré. Mais je ne faut pas que je pleure. Parce que je me souviens, il y a 5 ans de cela, lorsque l'avant-dernière se mariait, elle ne faisait que parler. Elle dit, moi, les hommes viennent, ils me laissent. Je dis, oh Dieu, Christelle, tu vas rentrer chez toi. Il y a une qui est morte comme cela. On l'a enterrée en 2017. Je dis, mais mec, enlève ta tête sur les hommes. Ça suffit. C'est ce qui a fait que beaucoup de femmes sont devenues des hommes. Les féministes, elles ont commencé à être dures. Non. Enlève ton esprit sur les hommes. Tu aimes la personne, mais enlève ton esprit là-dessus. Jusqu'à ce que la Pékin crise, elle est décédée en 2017, dans mon mois, en novembre, dans mon mois anniversaire. Et dans le même mois de novembre, Dieu, pour me consoler, a fait que l'une d'entre elles qui se plaignait s'est mariée le 7 novembre. Que Dieu me prouve que c'est lui qui est... Ce qu'il m'a donné comme information à travers mon père est une vérité. De toujours passer ce message. Et toutes mes amies, je leur ai dit, ayez confiance, vous avez plus de 35 ans, mais restez calme. Restez calme. Ne rentrez pas dans ce mensonge de femme. Comme a dit tonton Zach, c'est vrai, oui, j'ai mon argent. Je fous quoi avec les hommes. Bon, il a écrit, ça m'a fait rire, mais je n'ai pas voulu lire. Bon, il nous a tellement insulté aussi. C'est pas gentil. C'est pas un homme qui insulte les gens, mais là, il nous a beaucoup eu. Hein. Ouais, il a dit beaucoup de choses. Hein. Vraiment. Il a dit une chose, ça m'a tellement fait mal. Attendez, je vais lire au moins un. Il est à mon époque de livre. Non, vous en foutez quoi avec les hommes? Les hommes là, celui qui vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Oui, tout le monde le sait, tout ça. Mais il ne faut pas conduire beaucoup de jeunes filles en erreur pour penser que le féminisme là, c'est une guerre contre les hommes. Ce n'est pas une guerre contre les hommes, c'est une guerre, c'est un droit à pouvoir participer à la vie active de la société. Comme a dit le cardinal Robert Sarah, de ne pas chercher l'égalité pour l'égalité, mais la complémentarité. Parce que la complémentarité, comme il dit, te rend irremplaçable dans la vie d'un homme. L'égalité te rend remplaçable dans la vie d'un homme. Si tu cherches l'égalité, là, l'homme va te remplacer rapidement. Pas une poupée. Pas même petite fille de 1 an. Ils vont violer même des petites filles de 1 an. Je ne dis pas que c'est bien. Il va te remplacer par des objets sexuels quand on commence à créer par-ci, par-là. Il va te remplacer par une... Parce que tu es devenu l'égal, tu es devenu son égal. Donc, c'est-à-dire, on peut te remplacer. Tu n'es pas... On peut se dispenser de ta présence. On peut se dispenser de ta présence. Mais lorsque tu es complémentaire à quelqu'un, ton absence
devient un poids fort. Ton absence devient quelque chose de lourd à porter. Donc il faut chercher plutôt, ne pas rentrer dans le féminisme en cherchant l'égalité, comme j'ai eu à le lire dans le dictionnaire, mais en cherchant la complémentarité. Qu'est-ce qui fait ma spécificité? Qu'est-ce qui fait que je suis différente de l'homme et que l'homme ne peut pas s'en passer de moi? Dès que tu commences à travailler là-dessus, tu commences à te complémenter à un homme et l'homme ne peut pas te remplacer par n'importe quelle femme d'abord et il ne peut pas te remplacer par une poupée. C'est ce qui est en train d'arriver. Et on est en train de chercher même comment vivre une vie sans Dieu, sans un partenaire et bientôt sans cette relation-là qui est là depuis le jardin d'Éden. Je vais vous lire. Montrer à un homme, ce n'est pas mieux de... Oui. Montrer à un homme que tu l'aimes, c'est chercher ton propre malheur. Le jour que quand j'ai fait ça, j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai tenté cela, ça ne m'a jamais porté bonheur. Et ça, je l'ai donné comme conseil. Et ma copine, quand elle s'est mariée, quand elle a rencontré l'homme, elle était enceinte de notre homme. Je veux qu'eux-mêmes, ils expliquent leur propre histoire. Je veux qu'elles, son mari, un jour, l'expliquent. Parce que les gens ont peur des vidéos. Moi, quand je veux me mettre ici, j'ai peur aussi. Si je le fais en audio, c'est pas très vivant. On ne sait pas qui parle derrière l'audio. Mais une vidéo, vous voyez la personne, vous voyez les mouvements d'esprit de la personne, les mimiques de la personne, et c'est bien. Quand elle était, ma copine, quand elle était enceinte de son deuxième enfant, elle a rencontré, c'est là qu'elle a rencontré son mari, son futur mari. Mais malgré cela, le monsieur a attendu qu'elle accouche. Il a attendu son temps, son heure, et puis lui a fait une proposition. Elle dit, Christelle, c'est un autre homme qui vient me blesser. Je dis, enlève ton regard, fais comme si ça ne te dit rien. Reste cool. Reste, il y a ce jeu-là. Je ne sais pas me dire, moi je suis une femme, je ne vais pas tout dire ici, et puis voilà. Enlève ton regard, c'est une malédiction. Un regard vers les hommes là, c'est une malédiction. C'est Dieu lui-même qui a maudit ses propres enfants quand il était un Dieu qui était fâché. Dans le jardin d'Éden, Dieu était fâché. Il a dit, puisque tu as péché, voilà toi ta malédiction. Donc quand tu travailles de dur labeur, là, c'est une malédiction. Quand tu commences à souffrir pour un homme et tout ça, c'est parce que c'est pas Dieu qui a pris la place, mais c'est l'homme qui a pris la place. C'est devenu ton Dieu. On est là, on idolâtre les hommes. Et moi, quand je suis fâchée, je dis la vérité comme je l'ai toujours ressenti depuis mon enfance. On nous a, éduqués en Afrique à idolâtrer le pénis des hommes. Donc, c'est une idolâtrie autour de ça. Et du coup, ça crée des souffrances horribles. Et quand on vit avec le féminisme mal vécu déjà en Europe, en Afrique, ça donne quelque chose d'autre. Oui, on est les femmes entrepreneurs. Il a dit ici, c'est pas moi qui ai dit, allez-y le voir, c'est tonton Zach. Allez-y. On est des femmes entrepreneurs, on est indépendantes, on est... Non. Si comme il le dit, si tu le fais pour toi-même, ok. Mais si tu le fais pour pouvoir montrer à l'homme que tu es légal, ça ne marche pas. L'homme a sa sensibilité d'homme. Nous aussi, on a notre sensibilité de femme. Qu'on doit imposer, c'est vrai. Mais avec notre façon, avec ce secret qu'on a quand on est une femme, on a une façon de faire, d'imposer notre désir. Et l'homme a une façon d'agir aussi. Et ça, il faut que beaucoup de jeunes filles noires apprennent cela. Oui, un homme ne doit pas me marcher sur les pieds. Moi, il faut savoir, moi, mon père m'a appris cela. Il faut savoir se faire respecter par un homme. Mais c'est avec une façon. C'est une méthode. Je dis toujours aux gens, mon père ne m'a jamais donné la liste de comment je dois être respecté par les hommes. Moi, je ne côtoie que des hommes. Je suis entrepreneur, je vous assure que je ne côtoie que des hommes. Mes clients, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tous mes clients, tous sont des hommes. La majorité, j'ai 99% de clientèle masculine. Mais ils savent qu'ils ont en face. Ils savent que ce n'est pas une fille malheureuse, un manque d'hommes qui tremble, qui est là à chaque bout et qui cherche le mariage à tout prix. Et un homme reconnaît une femme qui en manque, une malheureuse, ils reconnaissent. Le même homme, hein, je vous assure, les hommes, c'est comme des enfants. Le même homme, moi, lorsque j'ai vécu cela, j'étais choquée. Le même homme, je l'ai vécu 3 fois, mais je vais donner un seul exemple. Le même homme, salaud, qui parle bizarrement aux femmes. Le même homme, lorsqu'il s'adresse à moi, s'adresse différemment. À la même minute, dans le même espace. C'est-à-dire, en eux, là, il y a plusieurs hommes, en fait. C'est une façon de parler. Mais quand ils s'adressent, selon ton comportement, selon la façon, selon la femme qu'ils ont en face d'eux,
ils agissent autrement. Donc c'est selon ta façon d'agir, c'est ce qui fera la différence. Mais c'est pas tu peux jouer même l'adulte. Moi, lorsqu'on était au lycée, on connaissait une jeune fille comme cela. Elle jouait le petit garçon. Mais un mec là, enceinte, propre. C'était seulement une façade. Donc beaucoup de jeunes féministes, c'est une façade. On leur vend une destruction parce que derrière cette fausse valeur, le féminisme, les révolutions, colorées, tout ce les nouvelles doctrines qu'on donne aux gens comme cela, derrière ces doctrines-là, il n'y a seulement que le malheur de l'être humain. Ta liberté doit être une liberté relative, liée à Dieu. Est-ce que ce que tu fais, ta liberté que tu as là, tu disposes là, c'est lié à ce que Dieu veut? Est-ce que ce que tu fais là, le féminisme que tu veux vivre là, est-ce que c'est un féminisme qui correspond à ce que Dieu veut de toi? Et ainsi de suite. Oui, Dieu m'a émancipé depuis sa libération. Moi, je suis chrétienne, je suis désolée, c'est ce que je dis. Moi, depuis la Pâque, Dieu m'a libérée parce que je me vois comme Marie-Madeleine. Voilà, humiliée par les hommes, vue comme une traînée. Tout, en fait, comme on dit, Marie-Madeleine, c'est notre âme pécheresse. C'est la femme pécheresse, c'est chacune d'entre nous. Donc, quand il s'est présenté à elle, c'est pour la libérer. D'abord, elle, avant de libérer tous les êtres humains. Donc, moi, je me sens une femme libérée. Mais ma liberté, là, se met au service de Dieu. Est-ce que ce que je fais, l'acte que je pose, est-ce que lorsque je vais causer avec les hommes, est-ce que je fais de sorte, est-ce que lorsque je suis en affaire avec les hommes, est-ce que tout ce que je fais, là, ça répond, est-ce qu'il y a quelque chose de... Ça répond à ce que Dieu veut pour moi. Est-ce que ça répond à la parole de Dieu? Est-ce que ça répond à tout ce que je veux? Qui est lié à ce que Dieu veut, bien sûr. Ce n'est pas ma volonté qui doit s'exprimer, mais la volonté de Dieu à travers moi. Donc c'est ce que beaucoup de femmes noires, je parle surtout aux femmes noires, parce que quand on parle de féminisme, c'est la femme européenne. Mais beaucoup de femmes noires vivent difficilement leur féminisme. Elles pensent que c'est un combat d'hommes avec les hommes. Et à la fin, elles souffrent, elles sont abandonnées par les hommes. L'homme a sa fierté d'homme. Il faut le savoir. Il faut toujours mettre... quand je faisais ma fête de génération, j'ai vu cela. C'est la femme qui est forte, mais elle fait la passe à l'homme. Elle met l'homme devant. Et puisque l'homme se sent valorisé, se sent très mal, le mal dominant, il y a une situation où il la met devant. C'est toute cette relation-là. L'homme s'abaisse, il lève la femme s'abaisse, elle élève l'homme. Donc quand on vous présente le féminisme, il ne faut pas qu'on vous présente dans une lutte contre les hommes. Ce n'est pas une lutte contre les hommes. On n'est pas en guerre comme disait l'autre, en guerre avec les hommes. Et ce n'est pas envers eux. C'est pas, je me suis libérée, maintenant je vais te faire du mal. Toi, l'homme qui m'a maltraité, maintenant, donc on fait des lois pour rendre la femme plus homme que l'homme lui-même. Comme disait Maki, ils ont été castrés. Donc, ils sont devenus des hommes efféminés, excusez-moi, en guillemets. Et maintenant, on cherche maintenant de vrais hommes. Et ce qui fait que beaucoup sont célibataires, parce qu'il n'y a pas de vrais hommes. Il n'y a pas des hommes mariables, il n'y a pas de véritables hommes. Hein? Cet homme macho, en même temps élégant, et ce mélange, il n'y en a pas. Alors que sa liberté, le droit qu'on lui a donné, c'était d'éduquer l'homme, mais à sa façon, avec cette finesse que toute femme a. Même une femme, moi je suis une femme très explosive. Mais cela ne m'empêche pas d'être, d'aimer ma féminité et d'être féministe. Je dis toujours, je suis féministe et je suis féminine. J'aime mon côté femme. Je ne veux pas m'habiller comme un garçon. Non, quand je porte mon pantalon est un pantalon féminin. J'exalte mon corps sans l'exposer. Parce qu'à force de vouloir être libre, comme a dit les femmes, à force de vouloir être libre, je suis devenue un objet sexuel dans la main des hommes. Donc c'est devenu ridicule. C'est devenu vraiment ridicule. Parce que cette liberté, c'est-à-dire, libère-toi de Dieu et sois esclave l'objet sexuel des hommes. Donc vous voyez, les femmes en Europe, quand elles ont dit, elles sont libérées parce qu'elles portaient de longues robes. Vous voyez, avant, elles portaient de longues robes. Elles étaient habillées avec de longues robes, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, elles sont dénudées sur toutes les affiches en Europe. On vend un parfum, elles sont nues dessus. On vend un yaourt, elles sont nues là-dessus. On ne sait pas. Elles chantent, elles sont obligées de... Il faut être nu pour chanter. Personne ne chante habillé. On ne sait pas pourquoi. Bienvenue dans le féminisme qu'on nous a servi. C'était seulement
un cheval de Troie. C'était un cadeau empoisonné. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait que de fausses valeurs. Lorsque le féminisme ne défend pas de vraies valeurs, des valeurs qui font que toi, ta dignité de femme est respectée, et selon la volonté de Dieu, qui est dans la parole. La parole, elle n'est pas seulement dans la Bible, elle est dans l'Église. Vous regardez, est-ce que ça c'est conforme à ce que Dieu veut pour vous en tant que femme? Parce qu'il nous protège beaucoup. C'est pour cela l'homme dormait. Quand il nous a créés, il nous protège. Parce qu'il sait que quand ils vont venir avec de nouvelles doctrines et tout ça, là, ça va nous détruire. Nous serons comme des hystériques. Comme disait Déby, malheureusement, elle n'est pas là. Elle a écrit quoi? Qu'elles sont devenues... elle a écrit... qu'elles sont devenues... excusez-moi, je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis ce qu'elle a écrit. Voilà. Ça a commencé à jouer sur leur... Elles ont commencé à... Elle a dit le nom, ça m'a beaucoup affecté parce que je vis cela autour de moi. Je vois beaucoup de jeunes filles. Elle dit ce désespoir-là, certaines femmes s'attachent... elle dit certaines femmes s'achètent des bagues de mariage pour se présenter comme... pour se présenter devant des gens comme si c'était marié. Voilà, parce que la situation, à force de jouer les femmes dures, elles ont perdu, elles n'ont pas eu de mari, donc la honte fait qu'elles s'achètent des bagues de mariage. Et c'est vrai, faites très attention de ne jamais mettre des bagues là où il ne faut pas. Ne mettez pas des bagues là. Ne trompez pas la vigilance des gens. Il y a des hommes sérieux qui sont dans la ville qui vous observent. Un homme observe toujours, je vous assure. Ma copine, elle est enceinte d'un autre monsieur. Le monsieur l'avait observé depuis longtemps. Quand il a vu, quand il a expliqué, même les gens étaient choqués, même au mariage. Les gens lui ont dit d'expliquer. Moi, quand il m'a expliqué, j'étais choquée. Il dit, quand il a vu, il a dit, oh non, elle est en train de grossir. Bon, quand il va la draguer, quand ils seront ensemble, elle va maigrir. Il voit que le vent commence à prendre une fois. Elle est enceinte de quelqu'un. Il dit, le combat est rude. Il a vu que le championnat était rude. Un salaud est passé là. Parce que les hommes se connaissent. Ils savent qui est salaud, qui n'est pas, qui va t'épouser. Donc, il a dit que le monsieur ne va pas t'épouser, je vais t'épouser. Donc, quand elle a accouché, effectivement, le monsieur a pris, comme d'habitude, elle a disparu du radar. Et Dieu merci qu'il a disparu des radars. Donc, il a épousé. Donc, ça fait que beaucoup de jeunes filles, elles commencent à se créer une fausse réalité. Et puis, elles commencent à être des névrosées. C'est le mot, des névrosées. Et c'est vrai, il y a beaucoup de névrosées. Vous voyez des féministes, elles sont devenues hystériques. Il y a beaucoup de filles qui sont devenues hystériques. Quand elles parlent, même, elles sont hystériques. Elles sont devenues... elles parlent, quand tu les vois même à la télé, je ne vais pas dire leur nom. Parce qu'il y a certaines qui ont des grands avocats. Quand elles parlent même à la télé française, même tu sens que... Madame, tu sens que la ménopause est là. Elles sont fait avoir avec cette histoire d'une femme forte et tout ça. Non. La femme est forte, mais sa force là, c'est dans sa féminité. C'est un peu comme l'animal... il y a un animal dans le fantastique là. La licorne. Je crois que c'est la licorne. Il y a un cheval qui a des ailes. C'est une force et en même temps une certaine douceur. Vous voyez, c'est ça aussi la femme. C'est une douceur mais une force redoutable en même temps. Donc il faut savoir qu'on est forte, mais c'est de l'intérieur. Notre force, c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est quelque chose qu'on a que les hommes n'ont pas. Et que ne cherchons pas l'égalité que le féminisme nous présente, mais la complémentarité. De sorte qu'on ne soit pas remplaçable dans la vie d'un homme. Qu'il ne nous remplace jamais par quelqu'un d'autre, qu'il ne nous remplace jamais par un animal. Ça revient, hein? On nous a remplacés par des poupées, on nous remplace par des... Il y a beaucoup d'hommes qui sont seuls. Mais jamais ils veulent se mettre avec des femmes. Ils préfèrent violer des enfants. Ils préfèrent violer des enfants parce qu'ils ont peur des femmes. Maki a dit quoi? Qu'ils sont castrés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur. Moi, si j'étais un homme, j'aurais peur j'aurais eu peur même de... Je ne sais pas, n'importe quelle femme que j'aurais... Non. Il y a trop d'hystériques en ville. Elles sont devenues... Non. Moi, j'aurais eu peur. En tant qu'homme. Donc, moi, je plains même beaucoup d'hommes parce qu'ils ne savent pas quelle folle ils épousent. Donc, il faut que nous travaillions d'abord sur nous. On revienne en face. On revienne par l'arrière. On revienne à l'arrière. Et qu'on requalifie notre façon de comprendre le féminisme. Ce n'est pas un combat contre les hommes. C'est un combat contre nous-mêmes. Voilà. Et puis, une orientation de notre vie vers Dieu. Au risque de me répéter. Donc, voilà. Je crois que j'ai déjà tout dit. Hein. Ouais, il y a Maki qui rajoute quelque chose. La femme noire souffre. La femme noire souffre du féminisme parce qu'elle
n'en connaissent pas l'histoire réelle. Effectivement, cela me fait rire quand, et elle va rajouter que les petits jeunes en compétition avec les garçons. Quand je vois les jeunes en compétition avec les garçons, les filles quoi, les jeunes filles en compétition avec les garçons. Oui, même les Européens n'ont pas bien compris. On leur a proposé quelque chose, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Leur liberté, on leur a donné libre. Tu es libre, ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tu es libre. Tu fais comme un homme. Mais un homme ne tombe pas enceinte. C'est toi qui recueilles. C'est toi qui recueilles quelque chose. L'homme lui donne. Il peut disparaître. Mais c'est toi qui recueilles la chose. Donc du coup, toi qui recueilles, toi qui reçois quelque chose, c'est toi qui fais attention à ce que tu as reçu. Donc ta façon même de penser est différente de l'homme. Il faut aimer cette différence-là. J'aime mon côté. Je ne suis pas hyper féminine. Je n'ai pas une féminité très pointue. Mais je ne suis pas non plus un homme. Et je ne suis pas une femme bénie. Oui, je suis ni soumise ni pute. On peut le dire peut-être, je n'ai aucune idée. En Chine, au Japon, les femmes, leur mariage avec elles-mêmes. Les hommes ont peur de s'engager et les femmes se sentent seules. C'est ce qui arrive en Afrique. Avec cette histoire de pédophilie, là, de viol des enfants. L'autre fois, là, j'ai voulu le dire. Donc, j'ai dit, j'attends. C'est cette histoire de femmes fortes. Je veux jouer la femme forte. Moi, une femme qui me fait penser à un homme, j'ai peur. En tant que femme, moi-même, j'ai peur. Je parle comme cela. Mais lorsque je suis avec un homme que j'aime, je deviens subitement comme un enfant. Mais je peux reprendre ma place. C'est ce jeu-là. Je suis une femme enfant. Voilà, c'est ce que monsieur m'a dit. Monsieur a dit, je suis une femme enfant. On n'est pas pareil, je le sais. Mais chacun doit chercher à savoir qui elle est, quel genre de femme tu es. Hein? D'abord. Et puis tu travailles sur là. J'ai horreur des femmes qui parlent fort. Moi je parle fort. Moi j'ai peur des femmes qui ont des voix d'hommes. Mais elles sont nées comme cela peut-être. Vous ne faites pas attention. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué cela. Si je dis, il ne faut pas que les gens vont se fâcher. C'est une remarque, je peux me tromper. Lorsque j'écoutais encore la radio, je vous jure que souvent l'animateur disait bonjour madame. Et puis l'auditeur qui répond, non c'est pas madame, c'est monsieur. Monsieur. Et puis lorsque les femmes m'appellent, oui, c'est madame, oui, c'est madame. J'avais déjà constaté cela, je dis mais pourquoi les femmes ont une voix, aïe. Quand même. La femme noire abuse dans tout et interprète tout mal. Regarde les réseaux sociaux, les femmes publient les autres, oui, elles sont nues. C'est triste. Oui, c'est le féministe te dit que tu es libre. On te propose l'égalité, mais à la suite, on te propose la liberté. Mais il se trouve que cette liberté-là, elle est une liberté sans Dieu. Donc, fais ce que tu veux de ton corps. Tu as le droit de donner la vie, tu as le droit de détruire la vie. D'abord, puis on te donne, puisque tu veux vivre une sexualité comme l'homme. Oh, je vais vous parler de ça, j'ai failli oublier. Oh là là. Sur la pilule. Moi, quand on m'a raconté l'histoire de la pilule, là, on m'a dit que, je crois que j'ai vu un documentaire où qu'on m'a expliqué que le monsieur qui a créé la pilule, il avait une de ses cousines, une femme qu'il connaissait. Elle était fatiguée de nombreux enfants qu'elle faisait. Je crois que c'était une femme qui a commencé à faire des enfants à partir de 14 ans, 15 ans, dans les années 1930, je sais pas, en Europe. Et elle écrivait à son oncle qu'elle est fatiguée. À chaque fois qu'elle a un rapport, elle a un enfant. Elle a un rapport, un enfant. Donc, elle ne connaissait pas son cycle naturel, peut-être. Donc, elle se sentait affligée. Et par rapport à cette compassion que ce monsieur avait pour sa cousine qui lui a écrit cette lettre-là, il a réfléchi comment une femme pouvait avoir une sexualité libérée. Une sexualité libérée comme l'homme. Sans avoir à supporter ce poids de la grossesse. C'est là qu'il a créé la pilule. Il se trouve qu'on s'est rendu compte que la pilule a commencé à créer des problèmes de stérilité chez les femmes. Et ça a commencé à créer même des problèmes. J'ai expliqué plusieurs problèmes que ça a commencé à créer des cancers aussi, ainsi de suite. Et après, ils ont mis en place l'IVG, qui était d'abord au départ pour dire à la femme que une femme qui est désemparée, qui est enceinte, c'était une loi pour seulement aider les femmes qui vont vivre rarement une situation où elles sont désemparées et elles peuvent avorter. Donc c'était
contrôler. Mais maintenant, au fil du temps, on commence à libérer cela. Pour dire que tu as le droit de vie et de mort sur l'enfant que tu vas mettre au monde. Alors que l'enfant ne t'appartient pas. L'enfant appartient à Dieu. Il t'a donné ce pouvoir créateur. Tu es co-créatrice avec Dieu. Mais pour pouvoir te faire accepter cette il faut tuer d'abord, il faut nier Dieu en toi. Donc tu es une femme qui ne croit plus en Dieu. C'est comme ça qu'on commence. Tu ne crois plus en Dieu. Moi c'est comme ça. Quand je ne croyais pas que je croyais plus en Dieu, je ne voulais plus aller à l'église. Je disais Dieu, tu me fiches la paix. Je commençais à prendre la pilule. Et ainsi de suite, j'ai commencé à sentir qu'en moi, il n'allait pas. Et franchement, heureusement que moi j'étais baptisée enfant. Donc l'esprit de Dieu en moi, même s'il c'était endormi, s'agitait en moi. Pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai commencé à observer la société. Je vois effectivement que des femmes restaient... En Allemagne, ça c'est grave. J'ai dit le pays, je suis désolée. Ou quand elles sont enceintes, elles chassent l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de... Il ne faut pas qu'on me fatigue. Voilà. Et la loi s'est mise de leur côté, donc elles sont devenues très fortes. Et c'est une erreur grave. C'est-à-dire qu'on a mis en place des valeurs fausses pour pouvoir détruire la femme. Toujours la même histoire depuis le jardin d'Éden. Toujours la même histoire, je vous assure. Je veux dire que celles qui crient pour se faire remarquer, et que toi, le monde les regarde. Maki, j'ai compris. Moi, on me dit, mon père dit, il faut être douce. Il faut être douce. Il faut faire très attention. Lorsque je parle ici, j'écris. C'est parce que c'est la passion de le message que je dois vous donner. Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'ai plein de messages. Je n'arrive même plus à contrôler mes messages. Mais je dois faire passer le message. Et souvent, le message là brûle en moi. Je veux pleurer, je dors. Mais il faut savoir, je suis très émotive. J'ai une sensibilité de femme incroyable. Ce qui fait que si je vois un malheur qui arrive dans la vie, je peux même attraper des gens que je ne vois pas. Je commence à pleurer avec eux. Je compatis et tout ça. C'est ce côté-là. C'est ce bonheur que Dieu a fait de nous. C'est ce côté maternel-là. Même si on est né avec cela. On est déjà mère dans les pensées. Il ne faut pas que quelqu'un nie cela au nom de droit à participer à la vie dans la société. Oui, je vais participer à la vie, mais comme une femme. Je participe à l'évolution au jardin d'Éden qui est devenu mon monde dans lequel je vis, mais en tant que femme. Et je vais être une femme jusqu'au bout des ongles. Je vais être une femme jusqu'au bout des seins. Même si je ne suis pas très très féminine à la poupée Barbie. Ça c'est ma particularité. Mais un homme va me respecter seulement si moi-même je ne lui donne pas l'occasion de m'humilier. Comme m'a dit mon père. Quand on est une femme, il faut savoir se faire respecter des hommes. Si tu te présentes comme une femme malheureuse, s'il te plaît, épouse-moi. Moi-même, sans le sexe avec toi, je ne peux pas vivre. On va t'humilier. Mais si tu te présentes comme une femme, en guillemets, forte, c'est-à-dire quoi? Qui peut aider l'homme, qui peut soutenir l'homme. Je vous ai dit la fois dernière, le levier qui lève la voiture, c'est faible. On peut se lever avec un seul doigt, mais ça élève une voiture. Mais un homme peut se lever le levier qui lève pour changer les pneus avec un seul doigt, mais il ne peut jamais se lever une voiture. Mais le petit levier là soulève une voiture. Donc tu dois connaître ta force intérieure. C'est une force cachée, mystérieuse, qui ne dit pas son nom. Tu n'as pas cherché une égalité, cherche la complémentarité. Cherche le manque qu'il y a dans chaque homme, que ce soit un partenaire d'affaires, un amoureux, un prétendant, un presque fiancé. Cherche qu'est-ce que tu peux apporter dans la vie de n'importe quel homme dans ta vie pour qu'il ne te remplace pas par un autre homme. Je t'assure que moi, mes amis ne peuvent pas me remplacer. J'ai un ami qui a quitté l'Europe, qui est venu. Il n'est pas venu avec sa fiancée, il n'est pas venu avec sa copine, il n'est pas venu... Il y a plein de filles. Il est allé dans un... Bon, je ne vais même pas dire. Voilà. Lui, on présentait comme ça des filles. Tiens, choisis. Non, mais je viens avec Christelle. Parce que je suis le manque qu'il y a dans sa vie. En tant qu'ami, bien sûr. Donc, c'est ce que ça, je l'ai compris depuis enfant. Mon père n'a pas bien expliqué. Mon fil du temps, en m'évoluant, j'ai commencé à comprendre. C'est ce que je vous apporte comme message. Et quand ma copine s'est mariée, elle s'est rendue compte. Je vais te rappeler. Dors bien. Hein? Fais bien ta lune de miel. Je vais faire un peu ton prodada sur Internet. Voilà. Tous ceux qui se moquaient de toi, là. Je lui ai promis que je vais danser. Malheureusement, ma copine qui est décédée, je ne pourrais jamais danser à son mariage. J'ai prié seulement pour elle. Je dis, là où elle est, j'espère qu'elle a trouvé la paix. C'était insupportable ici. Mais j'ai promis pour toutes mes copines, si elles se marient, je vais danser.
Je ne suis pas là pour savoir si elles vont se marier ou pas, même si c'est dans 50 ans. Mes cheveux, tout sera blanc, mais je vais aller danser. Comme une folle. J'ai promis comme cela et je le ferai. Et c'est ce que j'ai fait. Pour la deuxième. La première, malheureusement, j'ai filmé. C'était en 2014. Bon, je ne sais même plus passer la vidéo. Sinon que je vous aurais montré la vidéo. J'ai dansé comme une folle. Pour celle-là aussi, j'ai dansé comme une folle. Voilà. Pour lui rappeler cela. Je n'ai pas dit, je ne sais pas si on va trouver un mari. Je ne vais pas aller me pleurnicher avec elle. Mais elles vont se rappeler que j'avais dit cela. Enlevez votre regard vers les hommes et tout ira pour le mieux pour vous. C'est ce que j'avais à vous dire. Oh, merci, c'est gentil. Je veux dire que oui. Oh, merci, c'est gentil, Maki. Toi aussi, tu es bien. Merci d'avoir été là. Je sais que le féminisme, malheureusement, je vais le faire avec une fille. Donc, le côté qui... Je ne peux pas parler... Je n'aime pas prendre les thèmes des autres, les arguments des autres pour venir vous expliquer. Ce ne sera pas intéressant. Quand elle sera prête, elle va donner ses arguments. Voilà, si beaucoup de femmes sont célibataires, c'est parce qu'elles sont des hommes. Et beaucoup d'hommes sont des hétérosexuels. Donc, ils ne veulent pas épouser un homme. Voilà. Ils ne veulent pas épouser un homme, ils veulent épouser une femme. Donc, joue ton rôle de femme, sans t'abaisser, sans être une serpillière pour un homme, hein, sans être ce tapis-là, sur lequel on tape et tout ça. Donc, les hommes veulent des femmes fortes, mais des femmes fortes en étant des femmes fortes. Rassurez-vous, aucun homme ne va vous manquer de respect. Aucun homme ne peut me manquer. Il y a un ami quand on était à l'université. J'étais choquée lorsque sa copine a pu trouver mon numéro, sa femme, pardon, m'appelait en pleurs. Ton ami me frappe. Mais moi, souvent je crie sur lui parce que je trouvais souvent un idiot à l'école, à l'université. Mais lorsqu'il était en face de moi, il était un autre homme. Parce que vous, si vous voulez chercher quel homme est bien et tout ça, un homme, quand il est en face d'une fille, change. Si le visage que tu présentes à un homme, il change. J'étais choquée. Quand elle m'a dit, j'ai traité cette dame de menteuse. Effectivement, cet homme humiliait sa femme. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Elle n'a pas compris la soumission de la femme. Non. La soumission de la femme, tu respectes. Quand un homme donne une décision, tu acceptes sa décision. Mais tu apportes plus tard, s'il veut, mais il ne faut pas aller dire, je t'avais dit, oh. Tu apportes, toi, ta façon de voir la situation. Et puis, il verra que tu es une femme qui le complète. Il verra que vous êtes une équipe. Quand il aura un problème, il va te parler de cela. Donc, ce n'est pas la peine de jouer l'idiote ou de jouer... C'est trop extrême. Soit tu joues la fille soumise et stupide, ou tu joues la femme trop forte. Je suis... Hein? Il nous a insulté, hein, ce tonton Zach là. Puisque c'est un tonton, on ne va pas reprendre... Bon, c'est par amour, on ne va pas répondre ce qu'il a dit. Hein? Qu'il y a des femmes qui sont là et se disent... Hein, pour se faire respecter dans son foyer, là, il faut une femme indépendante, à ton argent. Ouais, hein? Aucun homme va marcher sur toi. Je vous réponds après. Oh là là. Oh, merci d'avoir été là, très cher Kwame Marie. Cherchez toujours dans la vie d'un homme à être complémentaire. Pour ne pas qu'il vous remplace. Cherchez n'importe quel homme que vous voyez. Où vous pouvez agir et il va toujours se rappeler de vous. Et ça fait la différence dans votre vie. Vous n'allez pas jouer comme on nous a insulté dans cette vidéo de Tonton Zach, on nous a insulté. Bon, ça n'a pas été méchant, mais... Donc, voilà. Je crois que j'ai été un peu longue quand même. Je ne veux pas être longue, mais souvent, il faut être longue. Je vais mettre un peu de Gadi Seli. Ouais. Aïe, Gadi Seli, tu ne veux plus chanter. Voilà. Je vais vous mettre Femme de Feu de Gadi Seli. Hein? Nous sommes des femmes de feu. Hein? Derrière un grand homme se cache une femme de feu, comme il le dit. Donc, merci d'avoir été à ce live-là. Et voilà, le féminisme, ça a été mal vécu, c'est pour cela. Ça a été mal compris par les femmes occidentales. Et puis, nous, les femmes noires, comme a dit une d'entre vous, hein, quand on récupère quelque chose, puisque la mentalité n'est pas bonne, hein, c'est une mauvaise mentalité. Donc, ça va de mal en pire chez nous. Donc, voilà. Tu as besoin d'un homme, un homme a besoin de toi. Mais tu ne quémantes pas l'amour d'un homme parce que toi, tu es irremplaçable dans la vie d'un homme. Donc, sois celle qui soit irremplaçable dans la vie d'un homme. Voilà. Il n'y a pas une autre comme toi. Je vous en prie. Je vous aime. Donc, à la prochaine. Maki, merci d'avoir été là. Kwame Marie, merci d'avoir été là. Bon, je vous mets.
Que l'homme est rien sans l'homme. Oui. De Gadi Sely. Rien sans la femme. L'homme n'est rien sans la femme, hein? Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Et c'était bon vrai. Tous les hommes qui ont réussi à des femmes incroyables derrière. Souvent, vous avez l'impression qu'elles sont idiotes, non. Mais à la maison, elles sont d'une intelligence, d'une finesse. Donc, soyons ceux-là. Il y a un chanteur là, il y a un chanteur Bon Jovi, je pense. On dit, il revient chaque fois à sa femme quand il parle. C'est une femme, hein? C'est une femme de feu. Ouais. Ouais, trop de love, ma soeur. Ah oui, écoutez, le zouk afro-zouk de Gadi Sely. Voilà. Une femme forte, c'est pas pour aller se battre avec un homme. On n'a pas le même physique. Mais on est d'une finesse. Voilà, on est des femmes modernes parce que, comme j'ai eu à vous le dire, on est des femmes modernes parce qu'on fait mieux que nos mères. Pas pour porter un décolleté plus profond que notre mère. Voilà. Je vous mets une dernière partie et puis c'est fini. 1 minute et puis je vous laisse. Quand on dit l'homme est le chef de la famille, ça veut dire que c'est l'homme qui donne la direction. La femme est l'âme du foyer. L'homme donne la direction. Voilà. Il est au service. Quand on est chef, on est au service de la famille. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Restez connectés.